Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité, c'est Bertrand Piccard, le président de la fondation Solar Impulse. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour David, Merci d'être avec nous, ça va? c'est un plaisir. Toujours partagé en duplex avec nous, vous êtes en duplex à Lausanne, vous êtes en Suisse, chez vous. Plein de sujets à voir, on parlera évidemment de 1, 2, 3 Piccard, cette BD sur votre famille qui est passionnante. Mais juste avant, parce que pardon, je ne veux pas être négatif, mais dans l'actualité, il y a ce collectif de scientifiques qui nous dit que l'objectif fixé par l'accord de Paris de 2015 ne pourra pas être atteint en raison, donc, on le sait, de l'incapacité des pays à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire qu'on tire une croix sur les plus 1,5 degrés. C'est hors de portée, sachant qu'on le rappelle, 2024, ça a été l'année la plus chaude sur Terre jamais enregistrée. Quoi qu'on dise sur ce 1,5 degré, qu'on l'atteigne ou qu'on l'atteigne pas, il faut surtout pas que ça mine le moral et l'espoir de ceux qui travaillent pour réduire l'effet des changements climatiques. Il faut surtout pas entrer dans une déprime, dans un sentiment que tout est foutu. Aujourd'hui, qu'il y ait des changements climatiques ou pas, on a des solutions qui sont économiquement attrayantes, qui peuvent créer des emplois, qui peuvent entrer en économie circulaire, en économie qualitative, qui peuvent augmenter l'efficience, baisser le gaspillage et par conséquent augmenter la rentabilité. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est complètement idiot de dire on n'arrivera pas au 1,5 degré, donc on baisse les bras et on fait rien. Ça devrait être exactement le contraire, puisque aujourd'hui, enfin, on a les solutions pour le faire. Après, la réalité aussi, c'est que les pays n'arrivent pas à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est une Parce que les réalité, ça. pays n'utilisent pas les solutions qu'il faut utiliser. Vous savez, il y a eu pendant très longtemps un narratif extrêmement négatif autour de l'écologie. Comme quoi la protection de l'environnement et l'action climatique, c'était sacrificiel, punitif, très cher, rébarbatif, etc. Et c'est vrai que les entreprises et les pays se sont sentis menacés. La décarbonation, pour eux, c'était un fardeau. Et par conséquent, maintenant, il y a un retour de balancier. On a l'impression que tout ce qui touche à l'écologie doit être banni au nom du sacro-saint rendement économique. Mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, il faut vraiment instituer ce narratif dans lequel la décarbonation va venir d'une modernisation, d'une efficience de ressources, d'une efficience d'énergie, d'une création d'emplois dans les nouvelles opportunités économiques, les nouveaux marchés qui permettent de mettre en place toutes ces technologies qui protègent l'environnement. Et au lieu de tirer sur l'écologie, on doit voir que maintenant, on n'a plus besoin du clivage. On peut avoir une écologie qui est économiquement rentable et une industrie qui devient propre. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et malheureusement, ce nouveau narratif, il n'est pas encore intégré au sein des gouvernements, des décideurs et de certaines entreprises. Il y a des entreprises qui font des progrès fantastiques, mais de loin pas assez. On parlait des gouvernements, mais c'est vrai que quand on voit les plans des États, globalement, ce que nous disaient les scientifiques, c'est que ça mène la planète vers un réchauffement de 3 degrés à la fin du siècle. Encore une fois, on voit se développer l'éco-anxiété, et quand on dit ça, 3 degrés de plus, ça fait vraiment peur ou pas? L'idée, c'est pas, encore une fois, de verser dans la sinistrose, mais qu'est-ce qui se passe dans un monde avec 3 degrés de plus? 3 degrés de plus, c'est difficilement vivable. Parce que c'est pas simplement des belles soirées pour des barbecues, c'est des événements climatiques erratiques. Si c'est plus chaud, ça devient plus humide dans certaines régions, plus sec dans l'autre. On a des orages beaucoup plus violents, on a des tempêtes, on a des inondations, on a des sécheresses. Tout ça, c'est une perturbation. On devrait parler de perturbation climatique. Alors, je pense que c'est une erreur de dire ce que je dis si je ne dis pas en même temps qu'il y a des entreprises qui prennent ça sérieusement. Quand vous voyez des entreprises comme Schneider Electric, comme Velux, comme Rockwool, comme Somfy, mais c'est des entreprises qui travaillent justement dans les domaines où on peut isoler les bâtiments, devenir plus efficient. En fait, ils font tout ce que tout le monde devrait faire. Et c'est ce message-là qu'il faut passer, impérativement. Sinon, on déprime. Et le but, c'est pas de déprimer, le but, c'est d'agir. Donc pour vous, parler des scénarios catastrophes, c'est quelque part c'est contre-productif, ça entretient un climat anxiogène. En même temps, on peut vraiment parler de façon positive de cette transition écologique? Quand Je on pense vous que, écoute, oui. La réponse est oui, mais il n'y a pas que vous. mais
Je pense que c'est toujours une erreur, quel que soit le domaine, de parler des problèmes sans parler des solutions. Parler des problèmes sans parler des solutions, ça fait déprimer tout le monde. Et puis parler des solutions sans dire qu'il y a des problèmes, ben c'est vrai que ça ne motive personne parce que les gens se disent il n'y a pas de problème, pas besoin d'agir. Donc moi, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut parler très clairement des problèmes et en même temps extrêmement clairement des solutions qui existent puisqu'elles existent. Vous savez, à l'époque de mon père, elles n'existaient pas, ces solutions. À l'époque de mon père, quand mon père a créé son institut d'écologie, il n'y avait que la décroissance économique qui était possible. Il n'y avait pas de solution rentable. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de décroissance économique puisqu'on a des solutions qui sont économiquement attrayantes pour protéger l'environnement. C'est-à-dire, en fait, puisqu'on est avec un public qui est quand même averti en termes d'économie, il faut voir qu'aujourd'hui, on peut baisser le chiffre d'affaires et augmenter la marge bénéficiaire, augmenter le profit, tout en baissant le chiffre d'affaires. Et ça, c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris. On peut avoir un très gros chiffre d'affaires en produisant beaucoup de choses qui font beaucoup de gaspillage et beaucoup de pertes, et on a très peu de profit. Si on devient efficient, on économise tellement d'énergie, tellement de matières premières, on réutilise également les déchets, etc. Et on entre dans une logique où on fait plus de profit, même si on fait moins de chiffre d'affaires. Et c'est ça qu'il faut viser aujourd'hui. Après, c'est vrai que pour les ménages, quand on leur parle de transition écologique, ils voient surtout des hausses de prix. On prend l'exemple de la voiture. Une voiture électrique, ça coûte toujours, par rapport à son équivalent moteur thermique, 20 à 30% plus cher. C'est pour ça aussi que la transition écologique, du point de vue des ménages, peut être rejetée ou faire peur parce elle coûte plus cher et qu'il faut bien boucler les fins de mois. C'est un sujet, ça aussi. C'est un sujet que nous abordons avec la Fondation Solar Impulse dans le but d'avoir un tiers payant qui couvre l'investissement initial et permettent de faire ce qu'on appelle la servitisation, l'efficience comme un service. Alors on travaille avec la Banque européenne d'investissement et avec la Commission européenne et on a lancé l'année dernière à la COP de Bakou une plateforme qui est en ce moment un outil qu'on est en train de tester et ça permettra par exemple de vendre des kilomètres de voitures électriques ou des kilomètres de camions électriques sans que la personne doive acheter le véhicule. Vendre des calories de pompe à chaleur sans que la personne doive payer la pompe à chaleur. On peut on peut investir dans un récupérateur de chaleur de cheminée d'usine pour redonner cette chaleur à l'usine. C'est 20 à 30% d'économie d'énergie. Et puis, c'est le tiers payant qui se rembourse ensuite sur l'économie d'énergie qui est faite par l'usine. Et de cette manière-là, on débloque complètement les verrous qui empêchent l'efficience énergétique d'être bénéficiaire à tout le monde. Alors, on va commencer par des petites et moyennes entreprises, mais moi, mon but, c'est de le faire pour l'ensemble de la population. Exactement comme Mohamed Younous a fait pour le microcrédit. À quel horizon ça peut être tangible pour les Français, les Européens? Alors, au niveau des PME, on va commencer à avoir le fonds opérationnel, j'espère, l'année prochaine, parce qu'on l'a annoncé à la COP de Bakou. On va le concrétiser à la COP du Brésil cette année. Et on aura ce fonds. Alors, d'abord, ce ne sera pas tout de suite des milliards, hein, ce sera quelques centaines de millions, mais ça permettra d'avoir des PME qui pourront bénéficier de ces investissements extérieurs pour devenir plus efficients, pour devenir plus rentables, et ils rembourseront le fonds sur leurs économies. Et puis ensuite, ça dépend du succès qu'aura ce fonds. Moi, j'espère que la population pourra en bénéficier le plus vite possible, parce que c'est évident que dans tous les bâtiments, dans toutes les questions de mobilité, il y a énormément à faire. Bertrand Piccard, vous avez participé il y a peu au Forum sur l'économie et la finance bleue à Monaco. Vous avez présenté un guide avec des solutions qui ont prouvé, encore une fois, leur efficacité écologique et leur rentabilité économique. Donnez-nous quelques exemples. J'ai noté une solution de climatisation par l'eau de mer. C'est intéressant, ça, dis donc. Je suis content que vous ayez relevé celle-là parce que j'adore cette solution. Elle est tellement logique, c'est du bon sens. Au lieu d'importer dans les zones côtières du fuel qui est brûlé dans un générateur pour faire de l'électricité, qui fabrique de l'air conditionné, eh bien, on prend à 900 mètres de profondeur de l'eau à 5 degrés. Il suffit d'une pompe et d'un tuyau. Et puis, cette eau arrive en surface. Elle passe dans un échangeur de froid pour faire l'air conditionné pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les bâtiments, pour les hôtels, etc. Puis ensuite, on remet cette eau qui passe à 6 degrés, juste un petit peu plus haut que la zone où il y a 5 degrés.
Et puis, on économise à peu près 90% de l'énergie nécessaire. Mais 90% d'économie d'énergie, c'est 90% d'économie de coûts. C'est hyper rentable de faire ça et c'est tellement logique de prendre le froid là où il est plutôt que d'en fabriquer artificiellement. Et cette solution, c'est une start-up ou elle va passer à l'échelle Alors, en fait, ça a été conçu en Polynésie française, à l'intercontinental de Bora Bora et ensuite à Tetiaroa sur l'île, sur le Brando Resort. Et puis, il y a une entreprise qui reprend ça puis qui essaye d'en placer ailleurs. C'est, disons, c'est des entrepreneurs qui ont simplement besoin de clients. Ils n'ont pas besoin d'aide de qui que ce soit. Ils ont besoin de clients pour pouvoir installer leur système. Comment Solar Impulse accompagne, aide ces entreprises qui sont porteuses de solutions? Quelque part, est-ce que vous êtes un petit peu une espèce de tiers de confiance pour les investisseurs? En fait, on donne une caution morale et économique dans le sens où le label que nous leur attribuons est le seul label au monde qui certifie la rentabilité économique d'un système ou d'un produit, d'un matériau, d'un processus qui protège l'environnement. Et c'est très très important parce que si une entreprise arrive en disant, écoutez, nous on protège l'environnement, on est écologique, automatiquement le client va se dire c'est plus cher. Et nous, ce qu'on montre, c'est qu'au contraire, c'est moins cher. Et puis ensuite, ben, on essaie de trouver des investisseurs. On a un fonds d'investissement avec Rothschild Five Arrows, on a un fonds d'investissement avec BNP Paribas pour justement soutenir certaines de ces solutions. Et puis on les met dans des guides, on les amène au gouvernement, dans les institutions, aux conférences du climat, à la Commission européenne. On a lancé à la Commission européenne une grande action en faveur de l'efficience énergétique et l'efficience de ressources, parce que c'est ça qui va faire baisser le prix de l'énergie. Si on continue à gaspiller l'énergie, elle sera plus chère que si on l'utilise intelligemment et qu'on n'a pas besoin d'importer autant de gaz et de pétrole de l'étranger. Hmm. Et donc, ce label de la Fondation Solar Impulse, est-ce que les entreprises qui ont ce label, est-ce qu'en France, vous estimez qu'elles sont suffisamment, voilà, elles se développent suffisamment en France? On fait suffisamment appel à elles ou pas? Non, non, pas encore. Nous, on fait tout ce qu'on peut, elles font tout ce qu'elles peuvent. Il y a des entreprises qui commencent à avoir recours à elles, mais je vous donne un exemple. Il y avait un système français qui permettait de baisser de 20% la consommation de carburant sur les voitures diesel et essence. Tout ce qu'ils demandaient du gouvernement français, c'était une vignette critère qui leur permettait de rouler dans les zones à faible émission. On ne leur a jamais donné et ils ont fait faillite. C'est quand même idiot. Bon, maintenant, vous me direz, il n'y a plus de zones de faible émission. Euh, ça, c'est encore un autre problème. Oui. Bon, donc, et au global, la France, par rapport à d'autres pays européens, on est sur ces entreprises innovantes, on en produit assez, on en utilise assez, ou est-ce que là, voilà, est-ce qu'on tient notre rang, ou est-ce qu'on devrait accélérer? Alors, il faut accélérer, mais on a quand même sur 1600 entreprises répertoriées dans le monde, il y en a 450, je crois, qui sont françaises. Ah, quand même, quand même. C'est vrai il y a un terreau d'innovation en France qui me plaît beaucoup. Et alors, on travaille intensément avec la région Île-de-France, avec la région Grand Est, avec les Pyrénées-Atlantiques. On commence avec la ville de Cannes pour pouvoir valoriser les solutions locales et amener dans ces régions, ces départements ou ces villes, les solutions qu'ils n'ont pas encore et dont ils auraient besoin pour moderniser, rendre plus efficient et en fin de compte décarboner. Il y a 1600 entreprises qui ont reçu ce label de la Fondation Solar Impulse, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'est 1600 solutions Ouais, solution. qui appartiennent à des entreprises, mais parfois une entreprise a plusieurs solutions. Et puis parfois, c'est une start-up qui a une solution, mais parfois, c'est une grande entreprise, hein. On en a de Engie, on en a de Beckert, on a des entreprises, on a Schlumberger. Ils ont des entreprises, pardon, ils ont des solutions labellisées. Donc, c'est des choses qui doivent être dites parce que c'est ce genre de choses-là qui redonnent de l'espoir à ceux qui pensent que les changements climatiques sont inexorables. Avant de se quitter, Bertrand Piccard, il faut parler de cette BD 1, 2, 3 Piccard, pionnier du ciel et des abysses. C'est une BD sur l'histoire de votre famille, sur 3 générations de s'aventuriers. J'aime bien le mot, hein. Grand-père, donc le père et vous, Auguste, Jacques et Bertrand. Racontez-nous. C'est chez Dargaud. Exactement. C'est Dergo qui a eu l'idée de faire cette BD, qui a confié la réalisation à Jean-Yves Duhaut, qui est
qui a fait le scénario, les illustrations, les dialogues, les couleurs, etc. Et je dois dire que je suis vraiment admiratif sur le résultat parce que c'est pas que de la science, c'est de l'humour, c'est de l'émotion, c'est du suspense. Et puis c'est des fils conducteurs. Qu'est-ce qui nous anime à travers 3 générations d'explorateurs? L'esprit de pionnier, essayer de sortir du statu quo et de la zone de confort que on essaye parfois d'imposer à tout le monde pour faire mieux, pour faire différemment. Et puis cette volonté de protéger l'environnement avec de l'exploration scientifique. Donc je dois dire que c'est une très très belle réalisation. Je suis très content, je suis très très reconnaissant envers Jean-Yves Duhaut et Dargaud d'avoir sorti cette BD qui va intéresser beaucoup de monde parce que c'est Les presque un jeunes et des... les moins jeunes. Parce que se lancer des défis, au final, repousser l'impossible, on peut le faire à tous les âges. Hein. Ben, il faut le faire à tous les âges. Cette BD, c'est pour tous les âges, c'est sûr. Il y a certaines planches un peu plus techniques, et puis sinon, il y a de l'aventure et de l'humain. C'est ça qu'il faut montrer. Et je suis content que ça ait bien passé à travers cette BD. À lire évidemment cet été en famille, 1, 2, 3 Picard, Pionnier du ciel et les abysses. C'est édité par Dargaud, signé Jean-Yves Duhaut. Toujours un plaisir d'échanger, de converser avec vous, Bertrand Picard. Merci pour cet entretien. Avec grand plaisir, tout à fait partagé. À très bientôt. Au revoir. Président de la Fondation Solar Impulse. Merci et à bientôt. À bientôt. Voilà, et puis ça vaut le coup, on revient évidemment la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.